pour toi avec amour. Namasté, être vivant et vibrant. Bienvenue dans ton espace de détente, de relaxation profonde et de repos total. Nous allons nous préparer à nous endormir tranquillement, sans se presser, en lâchant prise sur tout, absolument tout ce qui nous entoure, et nous laisser guider dans le monde des rêves et de la régénération. Tu n'as rien à faire, juste à te laisser guider par le son de ma voix, par les chuchotements et les vibrations de douceur, de calme et de paix intérieure. Ensemble, nous allons réconcilier toutes les parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, et nous évaporer dans la douceur du yoga de la connaissance, dans l'inspiration des enseignements du shivaïsme, du Cachemire et de sa bienveillance naturelle et millénaire. Mais avant, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, abonne-toi, partage, commente, et mets un j'aime. Et puis, si tu le peux, fais une donation via le lien PayPal ou Tipeee que tu trouveras en description de la vidéo pour me permettre de continuer dans ma mission. Je te remercie infiniment par avance. Voilà. Tout d'abord, prends le temps de t'installer confortablement. Prends tous les petits ajustements nécessaires pour que tu puisses te sentir complètement à l'aise, que tu puisses rentrer dans ton cocon voluptueux et protecteur. Oui, c'est ça. Installe-toi bien, confortable. C'est ton moment de repos. C'est ton moment à toi. Calme toutes les parties de ton corps pour que tes muscles puissent se relâcher parfaitement, pour que ton corps puisse se laisser aller, se déposer à sa guise, à son aise. Prends ton temps, ne te presse pas et observe les sensations qui te traversent en même temps que tu glisses dans ton support. Comme si tu rentrais dans un duvet de plumes magique au
propriétés délassantes. Observe les ressentis. Observe les sensations corporelles dans toutes les parties de ton corps. Ressens l'espace qui t'entoure et qui t'enveloppe en même temps que tu respires, en même temps que ta respiration s'approfondit dans la position de repos et de dépôt qui s'imprègne dans le moment présent, dans ta présence la plus complète, la plus parfaite. C'est ça. Le moment présent t'imprègne complètement de ton corps jusqu'à ton esprit. Et tu peux laisser aller toutes les occupations de la journée passée et à venir, toutes les préoccupations n'ont plus d'importance à cet instant précis. Tout ce qui compte, c'est ton corps qui se relaxe, ton esprit qui se relâche, tes pensées qui s'apaisent au vibrer sur des fréquences de détente, de bien-être et de transformation. Pour être sûr de bien laisser aller tout ce que tu as fait et vécu avant et tout ce que tu t'apprêtes à vivre et à rencontrer après, pour être bien sûr de laisser aller totalement toutes les occupations journalières. Tu vas prendre une belle inspiration par le nez et expire par la bouche profondément et laisse aller tout ce qui ne t'appartient pas ou plus dans le moment présent. Oui, c'est ça. Encore une fois. Inspire le prana. Laisse le souffle de vie, de régénération rentrer en toi. Et expire par la bouche, tout en laissant s'évaporer les préoccupations, les sentiments d'agitation que tu pourrais encore ressentir. C'est le moment de les laisser glisser, de t'en libérer. Une dernière fois, inspire, ressens l'air qui te nourrit et te donne les forces de t'alléger, de te libérer complètement. Sur cette belle expiration de tous les événements de la journée passée.
pour revenir complètement et entièrement ici, maintenant, dans ce moment parfait de calme, de sérénité, où il n'y a rien à faire du tout. Maintenant, reviens à une respiration naturelle, légère, douce. Prends un instant pour observer les sensations, le dépôt de ton corps. Observe les muscles qui se relâchent, les tensions qui s'apaisent, tout simplement, tout naturellement. Parfait. Tu commences à être bien détendu maintenant. Nous allons faire un léger scan corporel pour que tu puisses relâcher encore de plus en plus toutes les parties de ton corps. Et pour que ton esprit puisse se libérer sans effort, respire doucement et paisiblement. Observe les sensations quand l'air rentre dans tes narines, puis descend dans ta poitrine, jusqu'à gonfler légèrement ton ventre. Observe cette douce sensation de chaleur quand l'air se vide et creuse ton corps dans les abysses de ton support. Quand tu expires, observe les mouvements subtils de ton corps, comme de douces vagues à l'avant quand tu inspires et à l'arrière de ton corps quand tu expires. Prends conscience du sommet de ta tête, conscience de ton cuir chevelu, conscience de ton front. Que ressens-tu quand le corps inspire et reçoit l'énergie vitale? Quand le corps expire, ressens la détente qui s'installe naturellement, sans effort. Prends conscience de tes tempes, de tes
tes sourcils, de tes paupières. Laisse tes paupières devenir lourdes en même temps que tes yeux s'enfoncent, se déposent dans leurs orbites. Prends conscience de tes narines, de tes joues, de tes lèvres, de ta bouche, de ton menton. À chaque souffle, ressens dans chacun de ces muscles le relâchement profond. Prends conscience de ton cou, de ta nuque, de ta gorge, de tes épaules. Relaxe tes bras, relaxe tes coudes. Prends conscience de tes avant-bras, de tes poignets, de tes mains et de tes doigts, tous tes doigts. Relaxe la poitrine, ton dos. Laisse ta colonne vertébrale se déposer. Ressens chaque vertèbre, une à une, qui se défait de toute crispation musculaire. Relaxe les lombaires, les dorsaux, les cervicales. Puis prends conscience de ton ventre. Relaxe tes hanches et laisse-les glisser de chaque côté dans un apaisement si doux et naturel. Laisse ton coccyx se déposer totalement. Chaque expiration, ton corps se détend de plus en plus, de plus en plus, et plonge dans une relaxation tellement agréable et reposante. Prends conscience de tes cuisses, de tes genoux, de tes mollets, tes chevilles. Laisse tes talons s'enfoncer dans le support sur lequel ton corps se repose. Relaxe tes pieds et tous tes orteils. Tout ton corps est complètement détendu, complètement relaxé. Ta respiration de plus en plus douce, de plus en plus légère. Prends un instant pour observer
les sensations corporelles de tes orteils au sommet de ta tête quand tu inspires et du sommet de ta tête jusqu'à tes orteils quand tu expires. Tu es maintenant spectateur détaché de la vague de douceur créée par le souffle et de la sensation qui monte et descend librement. La respiration naturelle dans un état de laisser aller profond, de détachement sur tout ce qui n'est pas présent, une relaxation profonde, très profonde, bienfaisante et bienveillante. Tu es là, allongé, bercé par le va-et-vient de cette vague de relaxation dans la tranquillité. Cette vague qui souffle le mouvement de la surface dans la tranquillité des profondeurs. Ressens comment cette vague relâche le corps en profondeur, toujours un peu plus à chaque expiration. Reste témoin des sensations qui apparaissent et disparaissent. Observateur du film intérieur, rien ne s'attache, tout circule, apparaît, disparaît, tout glisse en douceur et apparaît en silence. Ton corps se relâche, se relaxe et détend complètement sous ce regard tranquille. Tu n'as rien à faire, c'est sans effort que tu rentres cette relaxation de plus en plus profonde, presque entre rêve et éveil. Dans cet état de détente absolue, tu vas laisser ma voix te guider vers le sommeil profond et récupérateur. Je vais tout simplement
te faire voyager dans le yoga de la connaissance en prenant le chemin de la voie du chuchotement. Maintenant, tu peux te laisser aller au sommeil, au voyage intérieur. Tu vas entendre ma voix te murmurer des mots qui vont t'accompagner dans le repos, des mots qui vont s'étirer dans ton esprit et l'accompagner comme une union, comme un yoga, le yoga de la connaissance. Le yoga de la connaissance nous amène à nous questionner intérieurement avec attention pour reconnaître la conscience et sa lumière qui se reflète en nous et qui éclaire tout, se faisant à la fois évidente et insaisissable. En fait, le yoga de la connaissance nous ouvre la voie du chemin intérieur pour apprendre à se connaître, pour rejoindre le cheminement vers soi, pour revenir à soi et élever notre intelligence universelle. Tu sais, cette intelligence qui ne s'apprend pas, mais se dévoile et se développe dans l'expérience du silence en soi, en toi. Le yoga de la connaissance ne te nourrira pas de dogmes ni d'interprétations ou même de réponses toutes faites, parce que le questionnement est son essence, en ce sens que toi seul, comme nous tous, possédons les réponses et le savoir qui d'ailleurs ne nous appartient pas, mais qui est inscrit à notre naissance et se cache comme une sagesse sans nom au plus profond de notre être et qui, comme le cœur, se dévoile et qui s'ouvre sur la vérité de la conscience universelle auquel nous sommes tous reliés.
Selon les traditions du Cachemire, tout est relation. L'âme de la vie intérieure, comme l'âme de toute évolution, est relation. Relation entre Shiva et Shakti, entre l'inconnu et son pouvoir de prendre connaissance de soi. Relation entre la connaissance et l'amour, entre la tête et le cœur, entre la pensée et le ressenti, entre le masculin et le féminin. Entre l'intuition et le discours, entre le vide et la plénitude, entre l'espace et l'émotion, entre l'individuel et l'universel. Que serait l'être sans la conscience, sans avoir connaissance de son expérience, de ses actions, de ses désirs, de ses fondements? De même, sans Shakti, Shiva n'est qu'un cadavre, et sans Shiva, Shakti n'est qu'une agitation vaine. Un peu comme une prise de conscience de la réalité que tout est dépendant et a besoin d'un autre. Ce sont ces relations qui tissent la trame de la vie intérieure. La relation est l'âme de tout. Ainsi, le shivaïsme du Cachemire nous invite à explorer 4 formes de yoga qui sont tous en relation et nous connectent à enrichir, à faire vivre notre vie intérieure, à avancer vers la connaissance de soi. Et justement, en même temps que tu plonges dans les songes, je vais te lire quelques passages du yoga de la connaissance issu du livre Les 4 yogas de David Dubois. Que ces mots remplis de sagesse, de questionnement, de douceur et de pureté traversent ta conscience pour s'unir à cette lumière qui ne s'éteint jamais. L'art de penser, le yoga de la connaissance, utilise l'intellect, mais il n'y a rien à craindre. Il n'est pas le diable que l'on dépeint trop souvent. D'une part, l'intellect est une forme
basée sur l'intuition. Une sorte d'instinct, comme une boussole qui nous guide. L'intellect ou la raison ne sont pas ici des instruments aveugles au service des intérêts du pouvoir. Il ne s'agit pas de calcul, de gestion, qui, sous couvert de rationalité, ne font qu'instrumentaliser la raison à des fins déshumanisantes et destructrices. Les gens qui agissent ainsi ont été dénoncés depuis longtemps. Ce sont les sophistes, les faux sages et autres technocrates. D'une part, l'exercice du jugement est célébré dans la tradition du Cachemire comme en Occident depuis Pythagore. La raison est le verbe cosmique qui relie chaque individu au tout. Elle est la lumière naturelle, le bon sens, le sens commun qui permet de se guider par soi-même, de s'affranchir des autorités extérieures. Combien de catastrophes évitées grâce à un peu de discernement? Combien de drames par précipitation, par emportement, à cause d'un jugement hâtif? Réfléchir, c'est d'exercer une sorte d'attention, prendre le temps de consulter la lumière intérieure innée. Cela passe par un moment de silence, comme une prière. Cet exercice n'est pas une pure cogitation coupée du réel. La réflexion exige un retour en soi, premier pas dans le voyage intérieur. Penser est déjà une pratique contemplative très profonde qui oriente tout l'être vers la vérité, fût-elle insaisissable. Réfléchir, c'est se convertir. Il est vrai qu'actuellement dominent les préjugés contre l'intellect. Cela cependant n'a rien à voir avec les traditions authentiques qui, toutes, célèbrent la raison. Même si l'illumination spirituelle la dépasse, mais elle la dépasse justement l'illuminant. La raison est un rayon de l'intelligence divine. Elle ne suffit pas, mais elle est indispensable. Ne nous laissons pas égarer par les clichés à la mode qui passeront. Le lecteur trouvera dans notre anthologie des preuves à l'appui de ces affirmations. Un jour en Inde, j'avais invité un ami à me suivre chez un maître de Bénarès, réputé par son expertise en logique. Après la leçon, comme nous discutions autour d'un thé, mon ami demanda, un peu par provocation, si ces règles de logique venaient de la tête ou du cœur. Le maître de logique répondit par une autre question. Cette séparation entre la tête et le cœur vient-elle de la tête ou du cœur?
Souvent, les anti-intellectuels sont des intellectuels qui s'ignorent. De même, on entend parfois que ce ne sont que des mots, ou bien c'est abstrait. Il est vrai que la raison semble impuissante à transformer la vie, à changer le cœur, alors que l'émotion nous fait chavirer dans l'instant. Mais ces amertumes sont dues à des utilisations immatures de l'intellect que l'on confond avec l'imagination, avec les souvenirs, avec le bavardage mental, ou alors on dit souvent c'est intellectuel, par paresse, par refus de fournir l'effort pour comprendre. Comme le renard de la fable de La Fontaine, sauve alors la face en se rassurant d'un « mais ce ne sont que des mots ». Le manque de courage et de discipline se cache souvent derrière le rejet de la raison. D'autant plus que réfléchir, ça n'est pas seulement récolter des informations, c'est intégrer, digérer, faisant toujours l'effort de reformuler avec nos propres mots ce que l'on croit avoir compris. Sinon, cela entre par une oreille et ressort par l'autre. On peut écrire, tenir un journal ou un blog. Le mieux est encore d'expliquer aux autres ce que l'on croit avoir saisi. Selon la tradition et la psychologie moderne, c'est le moyen le plus sûr de réfléchir de façon efficace. La raison est un outil de liberté, et comme tous les outils, il faut apprendre à s'en servir et s'entraîner régulièrement. Elle est d'un potentiel inné, et seule une pratique assidue permet d'actualiser ce potentiel. C'est un yoga, une discipline. Rappelons que le mot sanskrit yoga est apparenté au français joug et au verbe juguler. Tous les maîtres que j'ai rencontrés en Inde pratiquaient la réflexion. Ils étudiaient chaque jour depuis leurs enfances, non pour accumuler un savoir statique à l'image de la bestiole de l'âge de glace, obsédée par ses glands, mais pour développer une capacité vivante. Dans le bouddhisme, il s'agit d'écouter, de méditer et de réaliser. Dans le Vendetta, on conseille d'écouter, de réfléchir et de contempler. Les Upanishads enjoignent de réfléchir sur le soi, notre essence éternelle. Évitons aussi l'écueil du cynisme, cet ennemi de la curiosité. Se sentir blasé revient à tuer toute possibilité d'éveil. Nourrissons au contraire l'esprit d'enfance. Le son de la parole spirituelle résonne dans l'air libre, dans l'espace dégagé, non dans une masse rigide. Entendre les grandes paroles, à chaque fois comme pour la première et la dernière fois. Là encore,
yoga de l'ordinaire. Une fois la nature et le rôle de l'instrument principal de ce yoga mis au clair, reste à savoir de quelle connaissance il s'agit. Disons d'abord ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une extase. Ce n'est pas une sorte de vision surnaturelle avec des lumières, bien que l'on puisse avoir le sentiment d'être illuminé, éclairé. Ce n'est même pas forcément un ressenti physique ou une émotion forte. Ce n'est pas une expérience spéciale. Sa matière première est plutôt l'expérience quotidienne, ordinaire. Il suffit d'observer, même si cette observation peut transformer l'expérience ordinaire de façon extraordinaire. La connaissance est plutôt une compréhension en forme de certitude. Elle n'est ni intellectuelle ni physique, mais elle est profonde, inébranlable. À quoi la reconnaît-on? À sa stabilité face aux aléas de la vie. Elle est comme un roc. Cette solidité n'empêche pas cette conviction d'évoluer. Mais l'intuition essentielle est irréversible. On y revient tôt ou tard. Il n'y a pas d'antidote à ce poison. Même le bonheur le plus superficiel, le plus agité ne peut nous arracher longtemps à cette compréhension intime. Mais sa nature unique tient beaucoup à celle de son contenu que nous allons donc étudier. Cette connaissance est simple en son principe. Comme vous allez le voir, seules ses implications peuvent paraître compliquées et surtout, elle perd certaines de nos habitudes à repousse-poil. Tout part de la conscience. Et qu'est-ce que la conscience? Est-elle à la fois évidente et insaisissable? C'est la lumière qui, en cet instant même, éclaire ces mots, le champ visuel dans lequel ils apparaissent, les mouvements de l'attention visuelle, ainsi que les commentaires et les jugements intérieurs, qui naissent comme autant de réactions. Tout cela, y compris les sensations, les murmures, les souvenirs et autres images, sont des objets des contenus de la conscience. La conscience est donc une lumière sans forme ni couleur qui illumine, manifeste les couleurs, les formes, les sons et tout le reste. La conscience n'est pas une chose. La première chose à noter, c'est que la conscience n'a elle-même aucune forme, aucune couleur, aucune texture. Bien qu'elle rende visible, elle n'est d'elle-même pas visible. Bien qu'elle rende les sons audibles, elle ne peut s'entendre. Bien qu'elle rende tous les objets possibles pour nous, elle ne devient jamais un objet. Pour connaître la conscience, il ne faut donc pas chercher à la saisir comme on le ferait d'un objet. En ce sens, elle est insaisissable. Elle ne peut
Conscience et expérience sont synonymes. La conscience est l'expérience, peu importe le contenu. Pour la reconnaître, je vous invite à vous détendre. Au lieu de chercher à voir quelque chose, voyez la vision elle-même. Ou plutôt, voyez que vous êtes déjà cette vision. Ce regard qui accueille tout ce qui se présente, sans lui-même jamais se présenter sous aucune forme. Comme un miroir incolore, il accueille les couleurs et les formes, sans jamais devenir une forme ou une couleur particulière. Comme le ciel parcouru de nuages, ils ne font que passer. Leur apparition ne donne pas forme au ciel. Leur disparition ne lui fait rien perdre. Comme la mer agitée de vagues. Elles ne sont que de l'eau et n'ont aucune existence en dehors de la mer. Petites ou immenses, elles apparaissent et disparaissent car elles ne sont que mouvements de l'océan lui-même. La conscience éclaire tout, mais elle-même ne peut être éclairée de l'extérieur par une autre conscience. En fait, quand je reconnais la conscience en l'autre, que ce soit un humain ou une fourmi, je me reconnais comme cette conscience unique, présente à la fois en ce corps et dans le corps de l'autre. Je ne perçois pas la conscience de l'autre, cela est impossible, mais je me reconnais comme une conscience manifestée dans ce corps-ci, donc aussi dans un autre corps, dans les autres corps. Quand la conscience se reconnaît ainsi, elle s'éveille. Autrement, elle s'endort et rêve dans ses propres créations. Le corps et le mental sont les pouvoirs de la conscience. Les mondes, privés, publics, sont des créations, ou disons ses prolongements. La conscience s'identifie à certaines de ces créations, par exemple à mon corps, à mon identité, et se perd ainsi dans le jeu de la passion et de la haine. Quand elle se reconnaît dans ces jeux, quand elle y reconnaît son pouvoir, elle s'éveille et retrouve sa liberté. Le premier pas sur ce chemin est de réaliser par observation directe que la conscience n'est jamais et ne peut jamais devenir un objet, en dépit de ce que le langage nous fait croire. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas cela que l'on pourrait pointer du doigt. Mais quel est l'intérêt de reconnaître cela? La puissance de cette vision, comprendre que la conscience, notre essence profonde, ne peut jamais devenir un objet, ni un contenu de l'expérience. Sa recherche d'elle-même à travers les objets
situations et les expériences. Répétons-le, la conscience n'est pas et ne peut jamais devenir un objet. Dès lors que cela est bien clair, un apaisement se fait, l'inquiétude se dissipe. On n'a plus le même désir de saisir un objet ultime. Une sensation de vibration, de haute énergie ou de joie, par exemple, pour la mettre dans sa poche. Ce lâcher prise est très libérateur. Je suis la conscience, je me sais directement, en une limpide intuition, et je ne me saisirai jamais à la manière dont je peux prendre un livre, une main ou capter un son dans le champ de mon attention. Ce que je suis, c'est toujours au-delà, transcendant, libre. Cela ne peut être défini, atteint ou réduit à une image. Bien sûr, le désir ne cesse pas pour autant. Nous verrons pourquoi plus tard cette reconnaissance n'implique pas non plus une sorte de retrait en posture de témoin non impliqué dans les événements. C'est la simple découverte d'un fait, d'une évidence jusque-là passée inaperçue. Je ne suis pas une chose, je ne suis pas une forme, pas une couleur, pas un nom. Je suis, mais je suis insaisissable, invisible, indéfinissable. Tout cela s'applique à mon corps. Je ne suis pas que mon corps. Je suis la lumière qui révèle le corps et le monde dans son prolongement. Plus concrètement, je vois qu'ici, au-dessus de mes épaules, il n'y a pas de tête, mais une sorte de grande ouverture transparente dans laquelle le paysage apparaît, avec mon corps et une partie du monde. Prenons quelques instants pour voir. C'est la base que je me donne à cette vision étonnante, quand je vois cette absence de tête, là où les autres voient une chose avec forme et couleur. Un arrêt se fait, le bavardage cesse, la scène devient nette, limpide, les couleurs sont plus vives, tout semble plus propre, plus proche. Une paix incroyable rayonne dans le cœur des choses, car il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de moi pour s'interposer entre l'intérieur et l'extérieur. Paradoxalement, reconnaître que la conscience n'est pas une chose permet d'accueillir toutes les choses. Sans forme, je deviens toutes les formes. Sans nom, je peux les recevoir tous. L'expérience de cette douce et paisible vision est cependant la base d'un profond changement dans notre rapport au monde et aux autres, sans avoir forcément besoin d'un travail psychologique formel. Elle va me travailler sur ce plan-là, parce qu'elle change tout au plan sensoriel. Je vis désormais dans la lumière, j'éprouve une fraîcheur d'être, comme une douche pénétrante après une dure journée de labeur physique. Bien sûr, je ne comprends pas tout,
invitation simple à cette découverte de la conscience qui ne peut jamais devenir autre chose. Et comme je le vois, je suis certain, cette certitude est paisible parce qu'elle est fondée sur un fait toujours vérifiable. Je peux toujours constater que la conscience n'est jamais visible, alors qu'elle rend tout visible. Quelle merveille! N'est pas une chose dont je suis certain. Ici, les mots sont trompeurs. C'est beaucoup plus simple en réalité. Je vous invite vraiment à approcher ce cadeau avec innocence, comme un jeu, sans trop vous prendre au sérieux. Vous voyez, il s'agit bien de réfléchir sur l'expérience ordinaire, mais ça reste très simple. Et c'est une expérience la plus simple qui soit, même si cela implique un petit effort de pensée. L'important est surtout d'avoir l'audace d'être sa propre autorité, de savoir gentiment, provisoirement, mettre fin à la porte des préjugés, ce faux bon sens qui n'est que conditionnement, certes utile pour vivre ensemble, sans doute, mais très dangereux quand on souhaite vraiment se connaître au-delà des apparences et de la psychologie. Je ne suis pas une chose et je ne le serai jamais. Je le sais, je le vois, c'est un fait, c'est donné. Je peux même m'amuser à essayer de m'attribuer une forme, à me colorier, à me définir, pour savourer le fait que je suis à jamais au-delà de tout ça. C'est sûr, j'en suis plus certain que de la couleur de mes yeux ou que du nom octroyé par mes parents. Je suis comme ça, garantie sans limite de temps, inusable. Mais quelle libération! Laissons cette vérité mûrir en nous, comme un eiku, l'un de ces petits poèmes japonais, ou comme un bonbon, comme un parfum, et laissons tomber la fausse séparation entre théorie et pratique, entre compréhension intellectuelle et expérience. Laissons cette liberté se déployer librement en l'espace silencieux, là maintenant, sans dilemme, sans hésitation, dans un émerveillement confiant, innocent, car rien n'existe en dehors de la conscience. C'est le second point à reconnaître, et que rien n'existe en dehors de la conscience. Ici, la conscience ne désigne pas la conscience morale, ni la capacité à se faire une image de son corps, ni à imaginer comment les autres voient notre apparence physique et jugent notre personne. Par conscience, j'entends cette lumière qui illumine tout, le réel comme l'imaginaire, l'intérieur comme l'extérieur, l'absence comme la présence. Vous savez que telle pensée vient d'apparaître en vous, n'est-ce pas?
c'est la conscience qui perçoit cette apparition. Puis, vous avez conscience de la disparition de cette pensée. C'est aussi la conscience qui l'éclaire. La conscience désigne simplement ce pouvoir mystérieux de mettre les choses en lumière, de révéler leur présence et leur absence. Et sans doute, vous dites-vous qu'il existe une réalité en dehors de la conscience. Quand je regarde ce livre, ces 2 pages, alors oui, la conscience, ma conscience, la révèle et la fait exister pour moi. Mais comment peut-on dire que l'univers entier, avec ses milliards de galaxies, est tout entier dans la conscience, celle-là même qui, en cet instant, éclaire mes mots. Tout est manifesté par la conscience, mais tout est-il une manifestation de la conscience? Est-ce que tout est conscience? Et la réponse est oui. Tout existe en et par la conscience. Reprenons toujours sur une base de l'expérience ordinaire, commune à tous, celle qui s'ouvre instant après instant. Cette page apparaît dans la lumière conscience. Cela signifie que la page est manifestée par elle. Tout dépend de la conscience. Sans conscience, il n'y a rien, et même ce rien n'est rien sans conscience, pour s'étonner de ce qu'il n'y a rien. Mais peut-être ne va-t-il pas de même pour tout ce que l'on peut inférer ou deviner, au-delà de ce que l'on perçoit. Par exemple, j'entends du bruit dans la rue, j'en déduis qu'une voiture passe. Oui, ce n'est pas une image, qu'elle soit réelle ou simplement construite par mon imagination. Elle n'existe que dans la conscience. Elle est exclusivement dépendante. En réalité, imaginer est un acte de conscience. Donc rien de ce que j'imagine n'existe en dehors de la conscience, qui est purement et simplement cet acte d'imagination, de même que la pensée est une forme de conscience, une activité de la conscience. Allons un peu plus loin. Il faut bien supposer un X, une inconnue, comme source ou cause de mes perceptions. Quand je lis les mots de cette page, je ne suis pas en train d'imaginer, mais bien de percevoir. Imaginer, c'est comme rêver. C'est construire quelque chose qui n'existe pas objectivement. Si j'imagine qu'un éléphant rose vient se poser délicatement sur cette page, je serai le seul à le voir. Alors que la perception est causée par un objet réel, c'est-à-dire par un objet que tous peuvent voir. Pour autant qu'ils ont des yeux en état de marche. Mais en réalité, les choses ne se présentent pas ainsi. Soyons attentifs. Même cette réalité inconcevable sous quelque chose dont je ne sais rien, sauf qu'il est la cause de mes perceptions, n'existe que pour
C'est entièrement animé par la conscience qui le conçoit, qui l'imagine. En effet, même si je suppose un monde, un mystère entourant le champ soi-disant limité de ma conscience, tout cela baigne dans la conscience comme des vagues dans l'océan. Soit j'ai conscience de ce qui est supposé être extérieur à la conscience, mais alors cet extérieur est révélé dans la conscience que j'en ai. Soit je n'ai aucune conscience de cette réalité indépendante de la conscience, mais alors, comment puis-je savoir qu'elle existe? Si je me la représente, même de manière extrêmement vague ou abstraite, cette chose est ce dont j'ai conscience, et elle existe seulement par la conscience que j'en ai. Donc rien n'existe hormis la conscience. De plus, il s'ensuit qu'elle est sans limite. Si j'admets des limites spatiales à partir de tel point, comment puis-je le savoir sans conscience pour mettre en lumière cette limite? Pour pouvoir affirmer l'existence d'une limite de la conscience, il faut que sa lumière l'embrasse. La conscience doit donc être présente là où elle est censée être absente. C'est comme si on voulait illuminer l'absence de lumière avec une lampe. Mais cette analogie est approximative, car la lampe est d'un champ d'éclairage limité. Compris lui-même dans le champ de mon regard, la conscience, elle, n'a pas de limite. C'est sa définition. Elle englobe tout et rien ne l'englobe. Il en va de même avec les limites temporelles. Si dans tel intervalle le temps, la conscience est absente, comment le savoir? On croit généralement que la conscience est absente dans le sommeil profond, pendant un évanouissement ou un état de coma. Mais la conscience est cette présence qui permet de constater l'absence de tout objet dans cet état de prétendue inconscience. La conscience est donc toujours et partout présente. Prétendre le contraire est comme affirmer que la lumière ne peut pas éclairer l'obscurité. Par définition, c'est impossible. Comprendre que tout est dans et par la conscience, ce n'est pas découvrir quelque chose de nouveau. C'est réaliser simplement ce qui a toujours été. Tout a toujours été dans et par la conscience. Tout ce qui est en dehors de la conscience est dans et par la conscience. Ne pas le comprendre est aussi le fait de la conscience. La conscience est transcendante. Elle ne laisse jamais réduire à une expérience spéciale, car elle est la lumière qui révèle les expériences et qui se révèle dans ces expériences. Tout est dans la et par la conscience.
Un autre angle d'approche de ce mystère évident serait de dire que tout change, sauf la conscience de ces changements. Si la conscience n'était pas continue, la mémoire serait impossible. Et sans mémoire, aucune existence quotidienne ne serait possible. Faute de nous souvenir du sens des mots, nous serions muets, incapables de juger, de relier les choses. Nous serions comme si nous n'existions pas. Nous n'aurions même pas conscience du changement et n'aurions pas conscience de ne pas avoir conscience. J'espère que vous commencez à pressentir pourquoi la conscience est un joyau. Sans cette lumière, pas même le néant. C'est elle qui manifeste le jeu du corps et du mental. Mais que deviennent les choses quand on ne les perçoit pas? Que devient le monde et ma conscience qu'étais-je avant de naître? La réponse est simple. Quand elle n'est pas perçue, une chose n'est que conscience et rien d'autre. Elle est alors conscience indifférenciée, comme la vague immergée fusionne avec l'océan. Le monde est toujours présent, mais il est parfois différencié par les perceptions. Et parfois il ne l'est pas, il demeure indifférencié. On peut aussi comparer la situation à celle d'un homme qui sait parler anglais. Il ne s'actualise en se différenciant que lorsqu'il veut le parler. Le reste du temps, la compétence parler anglais fait corps avec lui. Elle reste invisible. Elle est pourtant bien présente. C'est la même chose pour la conscience. Quand je ne pense pas à ma voiture et que je ne la vois pas, cette perception et ces images peuvent être vivantes dans la perception d'une autre personne où elles ne sont que confiance à l'état brut, indifférencié. Un peu comme le serait ou comme l'est une statue virtuelle dans son bloc de marbre. La conscience a donc deux modes d'être à ne pas confondre. Soit elle est indifférenciée sans forme et sans séparation entre sujet et objet. Soit la conscience est différenciée, séparée en sujet et objet apparemment distincts, bien que cette séparation n'existe elle aussi que dans et par la conscience. La conscience est comme l'espace, dit que l'espace dans la pièce est différent de l'espace dans telle autre pièce. Mais en réalité, y a-t-il vraiment plusieurs espaces? L'espace est-il réellement découpé par les murs? Ou bien est-ce qu'une façon de parler? L'espace reste un, évidemment. D'ailleurs, quand les murs finissent par s'écrouler, l'espace n'a pas besoin de cicatriser. Comme la conscience, elle est sans limite, sans frontières. D'ailleurs, nous avons vaguement conscience de cette unité, au-delà des corps et des personnalités.
À chaque fois que nous reconnaissons la conscience en l'autre, ou bien dans n'importe quelle vie, dans un paysage, dans la beauté et surtout dans l'amour. L'amour est le pressentiment de l'unité qui dépasse et englobe les différences passagères. Cette unité est celle de la conscience. Voilà pourquoi l'amour contredit parfois les apparences. Quand j'aime, je me reconnais être une seule conscience, une conscience universelle, transpersonnelle. Voilà pourquoi l'amour est un sentiment unique. Tout est conscience. On pourrait croire que les choses existent dans la conscience, mais qu'elles ne sont pas conscience. Les choses n'existent donc pas dans la conscience comme des poissons dans la mer, mais plutôt comme les vagues. Elles ont une existence relativement distincte, mais elles ne sont rien d'autre que de l'eau, dans de l'eau. La conscience est liberté. Cette compréhension n'entraîne pas forcément un ressenti très fort, mais elle débouche sur l'expérience d'un silence profond. Comme moi, conscience, je me réalise comme pure lumière vivante qui se manifeste librement, toutes choses. Rien ne change, mais tout change. La qualité de l'expérience change. Il y a comme une disparition de l'ego, bavard et compulsif. Cela donne l'impression d'un réveil, comme si l'on sortait d'un état de semi-hypnose. Comme quand on est assis et qu'on a éteint la télé, il y a comme un retour à la réalité. Le voile de l'ego se dissipe, qui n'est autre que le bavardage intérieur et toutes les histoires que l'on se raconte en se fondant sur les croyances que nous ne sommes qu'un individu. La conscience n'est pas une chose, elle est, tout simplement. Elle est l'être, et ce n'est rien en particulier. Elle est ce regard par lequel et en lequel les choses adviennent. Mais il est encore plus important de réaliser que la conscience est liberté. À cet égard, elle est bien différente d'un miroir ou de l'espace. L'espace n'est pas détruit par le feu, les explosions. Il n'est pas pollué par la fumée. Il n'est pas coupé par les épées. Mais il n'est pas affecté du tout. Il ne sent rien, ne réagit pas. Alors que la conscience, elle, est sensible quand elle réagit trop. Elle se transforme en mental et crée un faux moi qui est l'ego. Aussi la conscience doit revenir espace sans pour autant être insensible ou s'imaginer pouvoir le devenir. La sensibilité et fragilité, certes, c'est aussi la vie. En fait, c'est la conscience. Le mental bavard est une forme d'hypersensibilité. Revenir au silence
S'éveiller à l'espace au-delà du mental, ce n'est pas supprimer toute émotion et se faire inerte, c'est simplement apaiser les énergies afin qu'elles retrouvent leur harmonie. En tant que pouvoir de la conscience, il est vrai que la tentation est alors grande de supprimer le mental, mais c'est comme si l'océan voulait supprimer toutes les vagues. La pensée et l'émotion font corps avec l'espace de la conscience. Impossible de les supprimer. Il faut apprendre à ne pas se laisser distraire. C'est la pratique de la vie intérieure, la discipline des 4 yogas. Le yoga de la connaissance, le yoga du souffle, de l'espace et du cœur. Il ne faut pas croire que le mental crée tout. Non, le mental est individuel. Il crée au sein de la conscience. Tout, la plus grande partie des pensées et des sensations est directement issue. Cela surgit spontanément. Tout cela est influencé par l'ego et son aveuglement. Mais tout cela vient de la conscience, qui désire librement s'aveugler, se prendre pour un individu et s'oublier dans de vains bavardages. Il ne s'agit pas de supprimer tout cela, mais de se réveiller pour harmoniser ses énergies. Certains prétendent que l'éveil est un état où l'on est juste un corps, sans personne à l'intérieur, mais c'est un mythe inutile. En revanche, l'éveil remet la personne à sa place. La conscience est liberté. La conscience n'est pas prisonnière. Elle n'est pas prisonnière d'elle-même. C'est important car nous réalisons que tout est dans la conscience. Nous pourrions croire qu'elle est de ce fait incapable d'en sortir. En un sens, c'est vrai. Et pourtant, cela ne signifie pas que la conscience soit enfermée en elle-même. Elle n'est ni rien ni quelque chose. Elle est simple, mais pas dans ce sens-là. À la différence de la conscience, une chose n'est que ce qu'elle est. Être conscient, c'est pouvoir sortir de soi pour se penser, se ressentir, se juger, créer des images de soi et de différents possibles. Cela implique la possibilité de s'ouvrir, de se juger et donc de manquer d'estime de soi. La conscience introduit la dualité entre soi et soi, entre soi et le monde, entre ce qui est et ce qui aurait pu être, ce qui devrait être, et ainsi de suite. Semblable écart est source de nostalgie, de regret, d'espoir et de crainte. Bref, toutes sortes de peurs. Et c'est aussi la possibilité d'évoluer, de changer. La conscience, elle, change sans changer. Ce pouvoir de réaliser l'impossible, d'évoluer tout en restant en soi, est ce que j'entends ici par liberté. Une pierre est simple. Elle n'est que ce qu'elle est. Moi, conscience, je suis une infinité de possibles, bons et mauvais. Là n'est pas la question. Qui sont autant d'extases de sortie de soi.
Comme chacun sait, il n'y a pas de liberté sans renoncement à la sécurité. En même temps, malgré ses aventures et ses drames, la conscience reste ce qu'elle est. Elle ne sort pas vraiment d'elle-même. Et cela ne constitue pas une limite, parce qu'elle est infinie et qu'elle peut sortir d'elle-même en elle-même à la manière dont chacun peut imaginer ce qu'il souhaite, sans toutefois craindre de devenir un autre. Cette liberté est aussi possibilité de jouer. Il n'y a rien d'autre, donc rien à perdre, et pas de manque. L'infinité des possibles à explorer un champ, à explorer gratuitement, sans but réel. La conscience se prend au jeu. Quand on joue, on est à la fois conscient que le jeu n'est qu'un jeu, et en même temps s'y laisse prendre. Le plaisir spécial du jeu est lié à l'absence d'enjeu réel et à la conscience de se savoir en sécurité dans un jeu et non dans la réalité. La conscience s'y manifeste librement. Cette liberté implique que même l'ignorance, l'illusion et l'aveuglement sont voulus, mais non pas comme un architecte veut tel ou tel plan, plutôt comme un musicien qui improvise sur un thème, car ce que manifeste la conscience, c'est elle-même. Bien entendu, la conscience se découvre infinie, vaste, lumineuse, ouverte et silencieuse, mais la vie continue. Il ne pousse pas des ailes à notre corps, nous n'acquérons pas de pouvoir supernaturel sauf ceux de la conscience. Absence de limite, silence, paix profonde, légèreté, sensation de lumière, immensité. Notre corps continue de vieillir, notre personnalité évolue, mais il n'y a pas cette impression d'enfermement, ni celle de se sentir parasité par le bavardage intérieur. Je crois qu'il est important de discuter clairement entre les faits et les interprétations. Les faits, c'est ce qui est donné dans l'expérience. Les interprétations, c'est l'effort pour trouver du sens à ces faits, mais au prix d'une déformation. Cette distinction a l'avantage de préserver ces deux domaines. Si une interprétation s'avère fausse ou dépassée, cela n'affecte en rien l'expérience. De plus, une telle attitude favorise une certaine tolérance. Cependant, elle a un coût. Il faut admettre que l'expérience en elle-même. Cette distinction a l'avantage de préserver ces deux domaines. Si une expérience s'avère fausse ou dépassée, cela n'affecte en rien l'expérience. De plus, une telle attitude favorise une certaine tolérance. Cependant, elle a un coût. Il faut admettre que l'expérience en elle-même n'a en quelque sorte rien à voir avec aucune interprétation quand elle n'a pas de sens. Plus encore, l'expérience du silence et du ressenti, telle dépourvue de sens. Je répondrai que ça n'est pas mon
expérience, quand je me plonge en moi, en ce moi, qui est plus intime que moi, je ne me trouve pas en face à un fait neutre, insignifiant et si je devais risquer une analogie, je dirais que l'expérience est pour moi comme un livre, un texte écrit dans une langue qui dépasse mon entendement, mais qui certes veut dire quelque chose. Le ressenti est une parole, il exprime, communique, signifie. Mais pour une raison simple, il est conscience. Or, toute conscience est conscience de, c'est-à-dire mouvement, de signification donc, langage. À partir de là, il devient impossible de séparer les faits et les interprétations, puisque tout fait est de l'ordre du langage, donc de l'interprétation. Cependant, cela ne revient pas à dire que toute lecture soit seulement individuelle. Quand je lis un texte, je l'interprète, je le découvre. Dans le cas de l'expérience, du silence et du ressenti, je découvre une plénitude de sens, c'est-à-dire un sens dont aucun discours ne saurait venir à bout. Une parole simple, mais paradoxalement inépuisable. Je peux donc distinguer entre l'expérience brute, qui est une parole infinie, absolue, et mes interprétations, qui sont des efforts partiels pour traduire cette plénitude de sens dans les catégories de mon entendement. L'expérience a un sens, le monde a un sens, l'expérience est intuition, et le sens de la vie individuelle est justement de traduire cette intuition en discours. Donc, je remplace la distinction par intuition. L'expérience est comme un livre que je suis poussé à traduire, sachant qu'ainsi je le trahis. C'est le paradoxe de la vie intérieure. L'intuition elle-même ne pousse à discourir, alors qu'aucun discours ne pourrait jamais l'égaler. C'est le paradoxe de la mystique. Le mystique ne peut se résoudre à taire ce qui ne peut être dit, et ce désir de l'impossible, comme tous les désirs, se nourrit précisément de la conscience de cette impossibilité. La frustration est source de créativité. Le yoga de la connaissance nous permet de prendre conscience ce que je suis vraiment. La conscience n'est pas une chose, mais elle se manifeste en toute chose. Mais aussi que rien n'existe en dehors de la conscience. Tout est conscience. La conscience est libre, dynamique, vivante, même si elle est toujours présente. La conscience n'a pas besoin d'un moyen pour se reconnaître. Elle est elle-même le moyen de sa propre connaissance. Le yoga de la connaissance consiste
ces points, à les formuler avec vos propres mots, à exprimer cette intuition vertigineuse par de nouvelles images, à essayer de partager avec les autres. Ce dernier moyen constitue l'exercice le plus puissant. Souvent, c'est en faisant l'effort de trouver la meilleure formulation que l'on comprend vraiment. Et l'éveil est contagieux. La conscience se reconnaît à travers d'innombrables corps, comme un feu de forêt. Au pire, on se livre à une noble méditation et on renforce notre conviction. Il est bon aussi de questionner, d'aller au fond de nos hésitations, sans se censurer par désir puéril, de paraître éveillé. L'éveil est tellement plus vaste. Pour cela, il faut aussi se défaire de l'idée que la connaissance du soi donne du pouvoir. La seule autorité est celle que nous avons sur nous-mêmes. Ensuite, nous pouvons partager, mais le seul pouvoir est celui de l'expérience et de la raison. Si détachement doit y avoir, alors détachons-nous des maîtres à penser, des sectes. Le yoga de la connaissance est basé sur l'autorité personnelle, celle de la raison, de la lumière naturelle, sur l'audace de regarder par soi-même et sur la lucidité. Le soi est le soi. Nul ne peut nous le transmettre, mais nous pouvons faire naître la conviction que la conscience est infinie, en raisonnant juste et en observant directement l'expérience telle qu'elle nous est donnée. Si tout est relation, alors ce yoga de la connaissance est relation entre réflexion et l'expérience brute. Autrement dit, les dialogues. Ne cherchons pas une sensation extraordinaire, mais laissons la lumière que nous sommes, les sensations ordinaires ou non. Quand je vois cela qui voit, immensité transparente, muette, sereine, présence vivante, sans limite. Ainsi, le yoga de la connaissance est une discipline de l'intellect, un exercice spirituel, mais c'est le mystère qui s'éveille au mystère, car c'est la conscience qui s'identifie à l'individu et qui s'oublie en lui. C'est elle qui se reconnaît et qui se libère. C'est aussi simple et aussi grandiose que cela. Lumière des lumières, vie de toute vie, puisses-tu t'éveiller à ton vrai visage. C'est avec ce dernier mot que je te laisse au sommeil.